Bonjour, bonjour. Bonsoir. Alors, les personnes se connectent tranquillement. On voit le nombre de participants qui monte doucement. 10, 11, 12, ça vient, ça vient. Bonsoir à tous. On est vraiment heureux de partager ce moment avec vous, ce second webinaire organisé par l'association ELA. Voilà, donc c'est super de passer ces moments ensemble pour partager ce que l'association ELA a vraiment comme vision et a envie de voir le jour. Et donc, on va ce soir se concentrer sur le thème de la liberté d'instruction en France et quels en sont les contours, quelles peuvent en être les formes aujourd'hui. Et là, des choses à dire sur le sujet. Voilà. Donc, ce soir, je suis là pour démarrer avec Marie-Colline de Catov. Je te laisse dire un petit mot, je me présente juste après. Bonsoir, bienvenue à tous. Effectivement, on est ravis de vous accueillir euh, avec toute l'équipe. Vous nous verrez au cours de la soirée. Voilà, donc moi, je suis Cécile Tron, je suis membre du conseil d'administration, je suis présidente de l'association et je suis mariée, j'ai 3 enfants, voilà, qui ont 7 ans, 4 ans et 2 ans. Voilà. Et Colline, et toi, dis-nous tout. Moi, je suis mariée aussi, j'ai 4 enfants, un peu plus grands, 17, 15, 13 et 8. Et donc, je fais partie aussi du conseil d'administration de l'association et puis je serai la directrice de l'école. Voilà. Voilà. Et puis, vous verrez d'autres visages qui représentent l'association au cours de la soirée. Donc, c'est nous qui démarrons, mais on passera la main aussi. Voilà. Alors, rapidement, je vais vous présenter le programme de la soirée. Donc, on va démarrer par une partie sur le cadre légal de l'instruction, en fait, en France. Ce que disent les textes. Voilà, donc Colline interviendra sur ce sujet pour nous dresser un petit peu les lignes de ce qui se passe dans notre pays, de ce qui est possible, de ce qui se fait. Ensuite, nous aurons une intervention de Anne Coffinier voilà, sur la liberté scolaire et sur l'intérêt des écoles indépendantes. Donc, intervention évidemment très, très intéressante. Et puis, on partira un petit peu sur ELA pour vous parler de justement où on en est, nous, dans cette façon de vivre la liberté scolaire aussi, ce que ELA a comme projet. Et donc, le projet immobilier dont vous avez sans doute entendu parler en recevant nos emails, en voyant un petit peu nos communications, ou si vous nous connaissez peut-être d'un petit peu plus près. Il y a un défi financier aussi qui est lié à tout ça et une levée de fonds qui est en cours. Donc, on vous en parlera un petit peu aussi. Et puis, on aura le plaisir d'écouter aussi Laure Sibilo, que nous vous présenterons plus en détail tout à l'heure, mais qui interviendra sur le sujet des écoles à gestion parentale. Voilà, avec des pistes pour des parents qui sont vraiment impliqués, partie prenante dans l'instruction de leurs enfants. Donc, voilà, un sujet très, très intéressant qui tient aussi beaucoup à cœur à Ella, vous le comprendrez au cours de la soirée. Et puis, nous partagerons le thème de la flexiscolarisation, voilà, un terme barbare qui va très vite devenir familier, vous allez voir. Voilà, un concept qu'on veut partager avec vous. Voilà, l'idée, c'est d'inventer une autre façon d'articuler l'instruction en famille et l'école. Donc, on partagera tout ça avec vous au cours de la soirée. Voilà. Et on terminera bien sûr avec un temps de questions-réponses. Donc, voilà, si vous avez des questions au cours de la soirée, vous pourrez les poser dans le chat, on vous expliquera tout ça et on ménagera vraiment à la fin un thème pour que vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Colline, est-ce que j'ai tout dit ou est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mais je crois, écoute, que tu as tout dit, chère Cécile. On est prêts. On est prêt? Écoute, alors si on est prêt, dans ce cas-là, on n'a pas encore tout le monde qui est connecté, mais quand même on a un programme assez dense et on voudrait que chacun puisse profiter de ça. Donc on va pas tarder à démarrer. Et puis voilà. Donc c'est parti, Colline. La place est à toi pour le cadre légal. C'est parti. Allons-y. Alors, je fais juste ce petit rappel sur le cadre légal. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. L'idée, c'est juste qu'on soit bien sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc, je partage mon écran. Hop. Ce que disent les textes, donc au niveau du Code de l'éducation, c'est assez simple. C'est même très simple.
L'article L131.2 dit que l'instruction est obligatoire et elle peut être donnée soit dans les établissements publics ou privés, soit dans les familles, par les parents ou l'un d'entre eux ou toute personne de leur choix. Donc déjà, petite précision importante, c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas la scolarisation. Il y a souvent une confusion entre les deux. Mais voilà, l'instruction peut être faite donc finalement dans 4 lieux différents, soit à l'école publique, qui est financée et gérée par l'État, soit dans une école privée sous contrat avec l'État, c'est-à-dire que les enseignants sont formés, recrutés et rémunérés par l'État. Le reste de la gestion de l'école est à la charge des familles, soit dans une école privée hors contrat, qu'on dit aussi indépendante. Et dans ce cas, on a une beaucoup plus grande liberté en échange d'une indépendance financière également. On doit totalement assumer l'ensemble des frais de fonctionnement de l'école. Et la quatrième possibilité, c'est l'instruction en famille, qu'on appelle aussi IEF. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec cette abréviation, vous allez l'entendre ce soir pas mal. Et puis, finalement, l'instruction, le cadre légal a beaucoup changé ces derniers temps. Il y a eu d'abord cette loi Gatel en 2018 qui concernait principalement les écoles hors contrat et qui a amené beaucoup de nouvelles contraintes sur le recrutement des professeurs, le recrutement des directeurs, sur le financement, sur le suivi des programmes avec un peu plus de rigueur, puisque voilà, ça a changé la liberté que peuvent avoir les écoles dans la mise en œuvre de leurs projets pédagogiques. Et puis en 2019, il y a eu cette loi pour une école de la confiance avec l'instruction obligatoire dès 3 ans. Ça a été aussi une petite révolution dans beaucoup de familles, puisque les enfants étaient obligés d'être instruits dès 3 ans. Instruits, encore une fois, et non pas scolarisés forcément, mais on va voir que juste après, ça se gâte encore, puisqu'en 2021, donc tout récemment, il y a eu cette loi renforçant les principes républicains qui, elle, a apporté encore un certain nombre de contraintes sur les écoles hors contrat, avec notamment des différences pour ce qui est de l'ouverture et de la fermeture et des décisions juridiques par rapport aux écoles, mais qui a touché principalement l'instruction en famille, qui est passé d'un régime qui auparavant était déclaratif. Il suffisait d'informer le rectorat et la mairie qu'on voulait instruire son enfant en famille, et puis on était libre de le faire à notre manière, et on avait une inspection annuelle et des contrôles réguliers, et voilà, c'est tout. Depuis 2021, et à partir de la rentrée prochaine, on passe sous un régime d'autorisation qui est beaucoup plus restrictif, puisqu'il propose 4 cas. Alors, les 3 premiers cas, ce sont des cas de force majeure, éloignement géographique, impossibilité physique, handicap, etc., de se rendre dans un établissement, ou bien itinérance des familles. Et puis, il y a un 4e cas qui est un peu le fourre-tout, mais qui finalement sera difficile à remplir. C'est le cas d'une situation propre à l'enfant qui justifierait de la nécessité de pratiquer l'IEF. Et puis là, pour obtenir cette autorisation, dans ce 4e cas, ça devient très lourd, ça devient compliqué. Il faut justifier de beaucoup de choses, et finalement, l'instruction en famille se voit vraiment menacée. Il y a une vraie contrainte qui est nouvelle et qui fait tort à beaucoup de familles qui auraient besoin d'avoir recours ponctuellement ou à plus long terme à l'instruction en famille, et pour lesquelles ça va devenir vraiment compliqué. Voilà pour ces quelques petits changements. Et finalement, ce qu'on observe au travers de tout ça, c'est donc des restrictions qui visent, on voit vraiment que l'État essaye de contrôler un phénomène qui prend un peu de l'envergure, on en reparlera tout à l'heure. Finalement, il y a une certaine fragilisation aussi de la posture des parents, puisqu'ils sont obligés de prouver qu'ils sont capables d'instruire leurs enfants, ce qui pour nous semble vraiment regrettable. Voilà, on aimerait, nous, au contraire, que les parents soient renforcés, soient assurés dans leur posture de parents, et qui se sentent pleinement libres d'instruire leurs enfants et de participer à leur éducation dans la mesure qui leur convient. Alors, face à ces restrictions, il y a beaucoup d'associations qui se sont engagées dans la défense des familles. Ce soir, on avait proposé notamment à Liberté Éducation, à M. Maillard et M. Vauvy, Maître Vauvy, de participer. Malheureusement, ils sont très très pris avec ce combat, donc ils n'ont pas pu se joindre à nous. Mais voilà, beaucoup d'associations s'engagent pour défendre les familles, pour faire valoir ces droits. Et ils font un travail vraiment magnifique. Et on les salue, on les remercie et on les soutient de tout cœur. Et puis nous, on a choisi un autre angle
Et on a choisi de travailler, en plus de cette défense des droits des familles, de réfléchir à des pistes de réflexion et pourquoi pas même d'innovation. Soyons fous, n'ayons pas peur des mots. Peut-être que dans ce climat un petit peu difficile, il peut y avoir des bonnes idées qui viennent. Alors voilà, ce soir, on vous propose de réfléchir à ce qui est possible dans ce cadre légal qui finalement, au niveau de ce qui est textuel, est assez simple et assez même de bon sens, disons-le, osons le dire, puisque finalement, ce qui est demandé aux parents, c'est de respecter le droit de l'enfant, c'est-à-dire de lui donner une instruction et une éducation. Et quel parent n'a pas envie de transmettre des connaissances et des savoir-être et des savoir-faire à ses enfants? C'est juste la base logique. Et puis, il y a ce socle commun qui est donc le point de repère un petit peu que l'éducation nationale a fixé et par rapport auquel on est engagé en tant que parent. On se doit de permettre à nos enfants d'acquérir ces connaissances et ces compétences qui sont définies par le ministère. Alors bien sûr, on pourra trouver à redire à certaines d'entre elles, mais pour la plupart, ce sont des choses qui sont tout à fait normales et banales et qu'on aura plaisir à transmettre à nos enfants. Et puis, il ne faut pas oublier quand même cet article L442.3 du Code de l'éducation qui nous dit que les directeurs des établissements privés hors contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire, c'est-à-dire donc respecter le droit de l'enfant à l'instruction et à l'éducation, et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun. Finalement, ce qui est dans les textes de loi, c'est ça. Après, il y a tout un tas d'interprétations qui sont laissées et c'est vrai que dans l'application, on l'a vu avec les récents changements, il y a des choses qui sont un peu plus rigides et auxquelles on se heurte parfois. Mais pourtant, la base, la loi, elle est là. Et c'est elle qui fait foi. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de réfléchir, de se donner un peu de largeur dans notre réflexion et d'occuper tout l'espace qui nous est donné, plutôt que de voir les contraintes, d'occuper pleinement l'espace de liberté qui nous est donné. Voilà un petit peu la direction qu'on vous propose pour cette soirée. Ce qui m'amène tout simplement à vous présenter l'intervention de notre intervenante du soir, Anne Coffinier. Alors, on a dû enregistrer son intervention, puisque vous allez le voir, d'ailleurs, elle en parle. Aujourd'hui, ils avaient un grand colloque, donc elle n'était pas disponible pour intervenir en direct ce soir. Je m'excuse d'avance sur les premières secondes. Il y a un petit décalage, un petit écho. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre ordinateur qui a un problème. Ça rentre dans l'ordre au bout de quelques secondes. Donc, voilà, Cécile, je te laisse partager à ton tour ton écran. Je vous présente rapidement, même si je pense que la plupart de nos auditeurs vous connaissent. Vous êtes un acteur un peu incontournable aujourd'hui de la liberté scolaire. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que vous êtes au service des écoles libres, au travers notamment de l'association Créer son école. Et puis vous avez aussi monté Éduc France, qui est là pour encadrer tout ce qui concerne l'innovation, repenser l'école à 360 degrés. C'est vraiment un concept qui me parle. Et puis plus récemment, vous avez encore ajouté cette fondation Kairos qui est là pour apporter les financements nécessaires aux écoles libres. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre pour nous qui sommes dans cette belle aventure de l'instruction libre. Alors merci pour votre engagement et merci d'avoir pris ce temps pour partager avec nous ce soir. La question qu'on aimerait vous lancer pour démarrer, tout simplement, c'est pourquoi des écoles libres? Et comment? Qu'est-ce qui est permis aujourd'hui? Comment ça se passe dans notre pays aujourd'hui, la liberté scolaire? Merci beaucoup de m'inviter. La création d'écoles indépendantes est quelque chose de très naturel. Ça s'est toujours passé dans tous les pays et toutes les époques de l'existence humaine. Donc la question, ça serait plutôt pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on irait dans une école publique, unique, monopolistique et assez technocratique? Je crois qu'il faut du coup se libérer de cette question en disant que oui, c'est naturel de fonder une école, oui, c'est naturel
de choisir une école qui parle à nos attentes éducatives et qui correspondent à nos enfants. Et aujourd'hui, c'est assez amusant parce qu'on sort de 5 ans de ministère de Jean-Michel Blanquer, 5 ans de ministère hostile aux écoles privées indépendantes et 5 ans de croissance inédite des écoles privées indépendantes. Ce qui veut dire que plus l'école publique va mal, plus elle se resserre à la peur, elle augmente les complications pour les écoles indépendantes, et plus les écoles indépendantes se développent. Parce que le besoin, il est naturel, il est fort, il est incontournable, et c'est un mouvement mondial absolument inéluctable. Et c'est une bonne nouvelle parce que qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant, ces écoles indépendantes? Elles ont le fait qu'elles sont déjà beaucoup plus à l'écoute des parents. Les parents sont la source en termes d'éducation, et c'est eux qui sont responsables des enfants. Et donc, une école indépendante, c'est une école qui va se mettre d'accord avec les parents et qui, ensemble, va proposer une éducation un peu complète pour les enfants. Alors que les écoles publiques sont des écoles qui mettent les parents à la porte et qui leur expliquent en fait qu'ils ne sont pas les sachants et que finalement ils sont toujours plus ou moins une source d'obscurantisme, d'inégalité ou de sectarisme ou de réaction ou d'antirépublicanisme, ou bien tout simplement ils projettent des choses au niveau psychologique ou psychique qui ne sont pas forcément favorables pour l'enfant. Enfin bref, la relation globale qui plane et qui est non dite dans l'école publique est une relation qui ne valorise pas les parents. Donc, ça, je pense que c'est un point qui est vraiment fondamental à les écoles indépendantes. Et l'autre aspect fondamental, c'est des éléments de cohérence évidentes. Une école indépendante, c'est une école qui choisit son équipe. Donc, l'équipe professorale est unie derrière une vision, derrière un chef qui est le directeur d'établissement. Et du coup, ça donne une cohérence évidemment très, très précieuse qu'on n'a pas du tout dans les écoles publiques ou privées sous contrat qui subissent un corps professoral hétéroclite et en général qui est là malgré lui dans l'attente d'une mutation dans un horizon meilleur. Ça, c'est la chose essentielle. Et puis, l'autre atout essentiel, c'est que ces écoles sont libres de leur méthode, de leur support éducatif, de leur organisation, et elles sont libres de la manière dont elles vont même concevoir l'éducation et les finalités même qu'elles se proposent de l'acte éducatif. Et ces libertés sont extrêmement importantes. Elles permettent notamment une grande variété dont on a besoin, parce qu'on n'a pas une société unanimiste, une société qui est variée et qui a besoin d'approches différentes au niveau pédagogique, au niveau aussi spirituel, au niveau culturel. Il y a besoin d'une variété. Et souvent, on brandit la peur du communautarisme en disant finalement, est-ce que ces écoles indépendantes ne vont pas contribuer à balkaniser, à segmenter, à fragmenter, à fragiliser le lien social et l'unité nationale? C'est une possibilité, bien sûr. Mais j'ai envie de dire que le lien national, il est déjà très joyeusement fragmenté, communautarisé et largement brisé. Et que si on veut recréer du lien, il faut aussi recréer des communautés qui sont fortes, qui sont ouvertes, rayonnantes, mais qui sont fortes. Et une école, c'est une communauté qui est forte. C'est une communauté de projets avec des gens très variés, d'horizons très variés, mais qui viennent pour les enfants et qui vont du coup recréer du lien. Et ce qui est super dans une école aussi, c'est que tous les talents, toutes les origines sociales sont bienvenus. Dans une école, le plombier, c'est le roi du pétrole, alors que le banquier d'affaires ou le trader, il sert à rien. Donc, c'est aussi sympathique parce que ça recrée une hiérarchie, une complémentarité, une solidarité très valorisante pour toute la communauté. Donc voilà, pour résumer, les écoles indépendantes se développent inexorablement. L'objectif de créer son école, c'est d'avoir en 2025 2500 écoles scolarisant 100 000 élèves, notre objectif stratégique. Et actuellement, il y a un peu moins de 2000 élèves qui scolarisent 85 000 élèves. Voilà quelle est la situation. Et la progression, quelle que soit la mauvaise volonté, voire le harcèlement administratif imposé par l'État, ce développement est inexorable. Donc c'est à nous tous de travailler pour qu'il soit très qualitatif, qu'il soit vraiment au service des familles et des enfants. Merci pour cette vision toujours aussi positive et qui va vers le développement, c'est très enthousiasmant. Vous parlez à la fois d'une grande liberté, de beaucoup de possibilités, et puis en même temps quand même d'un certain
certaine mauvaise volonté, de certains empêchements de la part du gouvernement. Est-ce que vous pourriez être un tout petit peu plus précis sur les différentes options qu'on a quand on veut monter une école? Quelles sont les contraintes? Quel est le cadre? En quelques mots. Alors, quand on veut monter une école, il faut déjà avoir un directeur qui a 5 ans d'expérience dans l'établissement d'enseignement. Et c'est là souvent que le bas blesse, parce que beaucoup de profils très intéressants n'ont pas cette expérience-là. Et inversement, beaucoup de profils qui ont cette expérience-là ne sont pas très intéressants. Et on se retrouve parfois à prendre des directeurs parce qu'ils ont des fameux 5 ans d'enseignement qui finalement banalisent le projet et font une sorte de clone sous-payé de l'éducation nationale. Donc ça, c'est le piège, c'est le premier piège. Après, la deuxième difficulté, c'est tout simplement la question d'argent. C'est qu'il faut arriver à développer une école qui soit accessible au plus grand nombre en n'ayant donc pas de financement public. Et donc, ça demande d'innover. Et ça demande d'être plus malin et de trouver des synergies, d'utiliser au maximum les locaux, d'utiliser au maximum les talents, de se servir du numérique, de capitaliser sur les trésors pédagogiques et humains qui sont déployés dans le cadre des écoles. Donc en fait, notre pauvreté nous pousse à l'imagination et nous pousse à l'innovation. Donc il faut voir ça comme quelque chose d'assez positif. C'est ça. Pour nous, un des maîtres mots, c'est la résilience. On est dans un contexte qui effectivement est un petit peu pressurisant, mais souvent, la pression fait naître de nouvelles innovations, de nouveaux fonctionnements, de nouvelles idées. Et c'est un petit peu dans cette dimension qu'on aimerait avancer. Au niveau d'Éduc-France, du coup, vous essayez de rassembler un petit peu les personnes qui pensent hors du cadre, qui essayent de voir plus large. Alors, au niveau d'Éduc-France, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on donne de l'information, on transmet de l'information sur ce qui se passe d'intéressant dans les écoles, dans la recherche, dans l'entreprise, en France, à l'étranger, dans la technologie. Donc, on essaie d'ouvrir des fenêtres pour donner des idées et éviter de n'avoir comme information que les informations très limitées à l'horizon du possible de l'éducation nationale. Finalement, les sources d'informations sur ce qu'on peut faire quand on est libre, il y en a très peu. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup d'écoles, soit par manque d'imagination, soit par fatigue, ont tendance à s'aligner sur les pratiques d'éducation nationale. Et notre rôle à Éduc-France et Création d'école et à la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, notre rôle, c'est justement d'alimenter, d'une manière responsable, bien sûr, il ne s'agit pas d'innover pour innover, mais enfin, d'alimenter cet esprit de liberté, cet esprit d'innovation. Et vous voyez, par exemple, le 16 mai prochain, on organise à la Fondation Kairos un colloque, et ce colloque s'appelle les moyens d'innover, les moyens innovants de développer l'esprit d'entreprise dès le plus jeune âge. Et l'esprit d'entreprise, c'est vraiment cet esprit d'initiative, de responsabilité, cet élan pour la vie, ce désir en fait d'être entrepreneur de sa vie et de faire des choses. Et c'est frappant de voir comment, dans la plupart des écoles, la formation du caractère, ce qu'on appelait traditionnellement la formation du caractère, la formation de la volonté, l'envie de vivre n'est pas cultivée, ni dans le choix de la littérature étudiée, ni dans l'organisation de l'école, ni dans la responsabilisation des élèves dans le fonctionnement. C'est très impressionnant de voir comment en France, que vous soyez en maternelle ou en terminale, vous n'avez pas plus de liberté. Vous pouvez peut-être sortir entre midi et 2 pour aller au snack, mais à part ça, c'est tout ce qu'on vous laisse comme liberté. Alors que dans le système anglo-saxon, vous avez des libertés vraiment croissantes et on vous associe, on compte sur vous et vous devenez gestionnaire quasiment de projet, de l'école, de votre classe, des plus jeunes. Voilà. Donc en France, on a un vrai problème de préparation aux responsabilités, on a un vrai problème de la formation du caractère des jeunes. C'est comme si c'était que des cerveaux. Ce n'était pas que des cerveaux. Donc la dimension spirituelle est bradée, la dimension de la volonté est bradée, la dimension de la sociabilité est bradée. Et quant à l'intellect, on n'en fait pas grand-chose que le niveau sombre. Donc, voilà, c'est pour ça que dans tous ces domaines, il faut qu'on se sente libre et qu'on fasse quelque chose de cette liberté. Et pour ça, se mettre en réseau, c'est l'ambition de créer son école entre écoles différentes, regarder ce qui se passe à l'étranger et créer des liens aussi qui peuvent paraître parfois un peu étonnants, et créer des liens nouveaux. Je vois les écoles les plus intéressantes actuellement sont dans des logiques d'écolieux, sont dans des logiques de tiers-lieux, sont des logiques de liens entre, par exemple, une entreprise, une coopérative, une ferme, une maison de retraite, un artiste. Et ces espèces de mélanges, en fait, si on regarde bien, réinventent
la manière dont se passait l'enseignement avant, en gros, la révolution industrielle, où la plupart des enseignements se passaient largement à la maison, et où comme la production industrielle était, en tout cas dans la paysannerie, dans la maison des paysans, il y avait tout un univers très varié de production, d'enseignement, de transmission et de tradition, qui était interpénétré avec l'espace d'apprentissage et l'espace de vie des enfants, et qui était intergénérationnel aussi. Alors, on a appauvri tout ça, on a tout découpé en petits morceaux, on a créé un espace purement pour les enfants, purement pour l'apprentissage. Du coup, les parents, ils se sentent pas forcément légitimes pour apprendre quelque chose aux enfants. Et puis, on vit quasiment qu'avec des gens de son âge, ce qui est extrêmement pauvre. Et donc, en fait, il faut tout décloisonner les âges, décloisonner les temps d'apprentissage. Et peut-être que le moment est venu pour une sorte de continuum des pratiques éducatives. Et la vraie éducation, c'est peut-être d'essayer d'aider les enfants à comprendre qu'ils sont sans arrêt à s'éduquer, probablement toute leur vie, et que cet état d'esprit doit les habiter, et que ça soit noté, pas noté, que ça soit à l'école, pas à l'école, ça n'a aucune importance. Parce que finalement, ce qui compte, c'est la manière dont ils vont se construire avec tout ce qu'ils rencontrent dans la vie, les difficultés, les bonheurs, les joies, les échecs, les injustices, les justices. Voilà. Et ça, cette nouvelle manière d'appréhender les choses, de toute manière, on y est poussé, notamment par la révolution numérique qui bouleverse absolument tout, en termes d'autorité, en termes d'accès au savoir, en termes de concentration, en termes de stabilité, de linéarité des apprentissages. Et donc, on est obligé d'arriver vers des logiques de mix parents-école, mix numérique présentiel, mix enseignement initial, enseignement continu, mix tradition-innovation. Et c'est cette école-là qu'il faut inventer aujourd'hui, je pense. Ça nous parle tellement. On se réjouit vraiment que toutes ces écoles puissent voir le jour. Merci pour votre action fidèle, déterminée, et pour cette volonté de rassemblement. Je crois qu'on a vraiment besoin de se rassembler, de rassembler nos forces et puis d'innover ensemble. Alors, merci encore une fois d'avoir répondu présente pour cette intervention. Et bonne chance à Ella, et puis n'hésitons pas à nous mettre effectivement au lien, à nous renseigner, à suivre sur les réseaux sociaux, à partager l'information. C'est vraiment dans nos diversités ensemble qu'on sera fort pour le bien de nos enfants. Tout à fait, avec plaisir. Un grand merci. Voilà pour cette première intervention de notre soirée. Effectivement, nous, en tant qu'association ELA, on s'inclut vraiment dans cette dynamique. Excusez-moi, j'essaie de partager mon écran. Hop, voilà. Vous l'avez compris, on s'inscrit dans cette dynamique de création d'écoles. Pour refaire un tout petit historique de l'association ELA, donc on a démarré notre aventure en 2017. Ce sont quelques parents qui se sont rassemblés, une amie, 2 amis, 3 amis. Ah, Cécile, j'avais oublié, tu le savais. Vas-y. Je suis là pour ça. Oui, désolée. Une toute petite minute. En bas de votre écran ou en haut si vous êtes sur tablette, enfin en tout cas, vous allez voir questions-réponses. Et si vous avez des questions suite à l'intervention d'Anne Coffinier ou s'il y avait des questions qui émergent pendant la soirée, n'hésitez pas à les taper. Voilà, elles apparaîtront dans l'onglet questions-réponses. Et si vous voyez dans les questions qui ont déjà été posées une question qui vous interpelle, vous pouvez la valider et elle va remonter dans le top des questions. Voilà, donc profitez. Si vous avez des questions, allez-y. Vas-y, Colline. Merci, Cécile. Donc, on a démarré en 2017 avec quelques parents qui se sont regroupés, une dizaine de familles, une dizaine d'enfants. Et puis, on a monté très rapidement une école privée hors contrat à Fresnes. On nous a mis des locaux à disposition pour une durée d'1 an. On a accueilli 10 enfants, de la maternelle au CE2. On a vraiment eu une aventure exceptionnelle ensemble. Et puis, au terme de cette année, ça a été très difficile de trouver d'autres locaux pour continuer à développer l'école. Et on a choisi de fonctionner pendant du coup, les 4 années qui ont suivi sous la forme d'un réseau d'instruction en famille. Donc, chaque famille qui était volontaire a poursuivi l'instruction de ses enfants à la maison. Et puis, on se retrouve régulièrement pour des activités scolaires ou pas, culturelles, ou juste pour le plaisir d'être ensemble.
Et voilà, au cours de ces 4 années, donc une vingtaine de familles en Île-de-France ont pu nous rejoindre, participer à nos activités. Et c'est vraiment une joie de rencontrer de nouvelles familles, de faire des relations, de voir les enfants qui évoluent ensemble. Et puis, depuis 1 an, on a souhaité relancer un nouveau projet d'école parce qu'on a envie de rejoindre davantage de familles, parce qu'on est conscient que l'instruction en famille, ça ne convient pas à tout le monde, et qu'on aimerait proposer quelque chose de plus rassembleur et de plus large qui puisse nous permettre de rejoindre davantage de familles, davantage d'enfants et d'offrir une éducation alternative à une centaine d'enfants, idéalement, de la maternelle au collège. Et donc, nous sommes engagés depuis quelques mois, suite à des recherches et un périple un petit peu surprenant. On s'est engagé depuis quelques mois dans un processus d'achat d'une grande maison à Fresnes. Je vous en dis plus dans une toute petite seconde, mais notre objectif, en tout cas, avec cette association, c'est de monter une école qui soit différente, avec une pédagogie alternative. On a parlé de décloisonnement, de différenciation, de mettre les enfants au cœur de leurs apprentissages, et c'est vraiment ce qu'on aimerait faire, des classes à multiniveau avec une interaction entre les différents âges et une grande souplesse, une grande liberté et un taux d'encadrement élevé avec des adultes impliqués au quotidien, des adultes variés, pas que des personnes qui sont formées pour une instruction pédagogique académique, mais toutes sortes d'adultes en fait, parce que nos enfants, nous croyons, ont besoin d'être confrontés à différentes manières de penser, de voir et d'agir. Notre école se veut différente aussi parce qu'elle a une approche chrétienne. Les membres fondateurs partagent la foi chrétienne et on aimerait être ouvert à tous, accueillir toutes les familles et tous les enfants qui souhaitent nous rejoindre, mais on aimerait leur proposer aussi la découverte de la foi chrétienne et on aimerait pouvoir partager dans cette école notre foi, nos valeurs et nos convictions spirituelles. Et puis le troisième point qui fait que notre école est différente, c'est qu'elle aimerait adopter un fonctionnement parental, c'est-à-dire une véritable coopération entre les parents et les enseignants. On aimerait vivre la coéducation de manière quotidienne et concrète, se frotter les uns aux autres, travailler ensemble, s'aiguiser les uns les autres, se pousser à progresser, à changer de perspective parfois et travailler vraiment en collaboration. C'est un fonctionnement qui est un peu inspiré des crèches parentales, notamment avec des professionnels et des parents qui travaillent ensemble et qui collaborent. Et puis ce concept qui nous rassemble ce soir et qui concerne donc la flexi-scolarisation, dans laquelle on aimerait vraiment redonner une place importante aux parents et pourquoi pas réussir à allier instruction en famille et scolarisation. C'est le défi qu'on s'est fixé. Alors tout ça, eh bien, ce ne sera possible que si ce projet immobilier aboutit. Et c'est pour ça qu'on aimerait vous le présenter, cette villa que nous avons découverte dans son petit écrin de verdure, comme vous pouvez le voir. C'est une belle maison lumineuse, spacieuse, qui nous offre 2 grands espaces de classe sur 2 niveaux différents. Un espace atypique, ça n'a rien à voir avec une école classique, mais on s'y voit vraiment, on peut se projeter dans cet endroit tel qu'il est avec une 50aine d'enfants, de la maternelle au CM2. Et puis, il y a un petit studio d'habitation qui pourrait faire un petit complément de revenus locatifs et il y a une salle polyvalente aussi qui pourrait être louée pour un cabinet médical ou du coworking ou pourquoi pas d'autres choses et apporter des revenus complémentaires pour l'association. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce terrain, en fait, est grand. Et il est constructible. On a un grand jardin avec une serre équipée, avec un garage aménagé et une possibilité de construire une extension et d'augmenter la surface jusqu'à 150 à 200% de la surface actuelle, ce qui nous amènerait donc à presque 600 mètres carrés au total. Donc ça permet de se projeter sur le long terme et de se projeter avec des effectifs un peu plus importants. Voilà. Vous imaginez bien qu'une telle opportunité représente un défi financier important également. Et donc, voilà, pour vous présenter très, très succinctement notre besoin financier. Donc, la maison est à un prix de 1 100 000 €. Les frais de notaire s'élèvent à 80 000 € et les premiers travaux de mise aux normes à 50 000 €, ce qui nous amène à un total de 1 230 000 €. Moi, ça me donne le tournis à chaque fois que je vois ça. Mais on a envie d'y croire et on aimerait vous proposer de vous engager avec nous dans cette aventure. Donc la promesse de vente expire au 30 juin. Il nous reste quelques semaines pour rassembler cette somme.
Et voilà le montage qu'on a imaginé. Alors, ce n'est qu'une imagination, pour l'instant, c'est une projection. Mais l'idée, ce serait de rassembler au travers de nos proches et des personnes qui peuvent soutenir directement ce projet la somme de 120 000 €, c'est-à-dire 10% de la somme globale. Et puis de trouver auprès de mécènes ou d'investisseurs peut-être plus importants, soit des entreprises ou des fondations et autres. On a plusieurs démarches qui sont en cours, plusieurs discussions qui sont en cours à droite et à gauche pour rassembler 610 000 € et puis compléter avec un emprunt bancaire. Ça, c'est évidemment une hypothèse. On est encore ouvert à tout autre scénario, mais voilà un petit peu dans quelle direction on travaille. Donc, il y a des démarches qui sont lancées, comme je vous le dis, à différents niveaux. Et notamment, il y a cette petite cagnotte Hello Asso qui a pour objectif ambitieux de rassembler ces 10% de la somme nécessaire. Et la première étape que nous étions fixée est déjà atteinte. Et ça, c'est un très grand sujet de joie pour nous. On est vraiment reconnaissants pour tous les donateurs qui se sont déjà engagés avec nous et qui nous ont permis de couvrir ces 10 000 € de frais administratifs incompressibles dans lesquels on a dû s'engager avant même d'être sûr que le projet aboutisse. Donc, merci infiniment à tous ceux qui ont participé à cette première étape. La deuxième est en cours, lever 34 000 € sur les 50 000 € de mise aux normes. Et là encore, merci à tous ceux qui ont contribué. On se réjouit vraiment de voir que ça a de l'écho et que certains sont prêts à s'engager avec nous. Un petit détail sur cette partie de la levée de fonds. Étant donné que ce sont des frais qui ne seront engagés que si l'achat se concrétise, ce sont des sommes que nous sommes prêts à rembourser si jamais ça n'aboutissait pas. Donc, vous avez la possibilité, si vous souhaitez nous soutenir, de rejoindre la cagnotte sur le site Asso-Ela, c'est sur le site de Hello Asso, vous atterrirez sur la page de don, Hello Asso, pardon, et vous pourrez choisir si vous souhaitez donner librement sans condition pour ce projet ou si vous souhaitez être remboursé si jamais le projet n'aboutissait pas. Voilà, donc on vous lance cette invitation à participer avec nous à votre manière. Tout est bienvenu, les plus petits dons, les gros dons, les prêts. On est ouvert à toute proposition, évidemment. Et on serait reconnaissant si vous faisiez passer le mot dans votre entourage à toute personne qui pourrait être intéressée de participer avec nous à ce beau challenge. Voilà pour ce qui concerne notre projet immobilier. Cette école, je vous l'ai dit, elle a une particularité, c'est qu'elle se veut une école parentale. Et nous avons une deuxième intervention ce soir. Alors, Anne-Elisabeth, qui est notre chère secrétaire de l'association et membre très actif, je te laisse introduire Laure. Oui, bonsoir à tous. Donc, je vais introduire Laure qui est psychopédagogue, éducatrice scolaire, chargée de cours dans la formation d'éducateurs de jeunes enfants et qui a été éducatrice de jeunes enfants, qui a été enseignante en SECPA. Et quand je l'ai rencontrée, elle était chargée de cours et responsable pédagogique d'une école à gestion parentale. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a commencé, on va dire comme ça, par la réalité, parce qu'on s'est rencontrés et qu'on a créé cette école à gestion parentale. Mais Laure, elle a été beaucoup plus loin, elle a théorisé la chose sur leur organisation. Et je pense que ça peut être très intéressant pour les familles qui ont envie de travailler ensemble, pour des écoles qui pourraient fonctionner différemment. Donc Laure, bienvenue et je te laisse la parole. Merci. Vous m'entendez? Tout va bien? Ouais. Eh bien, merci. Tout ce que je viens d'entendre est enthousiasmant. Là, je vais donc essayer maintenant de développer, à partir de mon expérience d'éducatrice et puis d'enseignante, du coup, en école à gestion parentale, essayer de développer un peu, d'exposer une autre vision de l'éducation, mais manifestement et fort heureusement, qui me semble parfaitement en phase avec tout ce que je viens d'entendre. Alors, pour ce faire, je vous ai prévu un petit diaporama très court, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me couper si par hasard j'étais un peu longue. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça va fonctionner. Super. Voilà. Nous y sommes.
Donc, pour commencer, moi, j'avais juste envie d'abord de faire une petite introduction sur l'histoire de la gestion parentale, parce que comme il a été évoqué là précédemment, la gestion parentale, en fait, c'est issu de la petite enfance, des structures d'accueil de la petite enfance, donc des crèches. À l'origine, on pourrait dire que il y a la fameuse phrase de Madame Dolto qui, dans les années 70 et un peu avant, a commencé à affirmer que l'enfant est une personne. Et l'air de rien, ça change, ça aurait dû changer complètement le paradigme éducatif, y compris dans les structures scolaires. Pourquoi pas, puisque a priori l'éducation, l'instruction fait partie de l'éducation. Donc, au départ, est ce changement de paradigme. Et puis très vite, arrive mai 68 et au moment des événements, des jeunes femmes étudiantes ou enseignantes, les deux, voulant partager les débats, les événements sociétaux en cours, organisent en fait la garde de leurs jeunes enfants. Et c'est de là que naît finalement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le concept de garde partagée, et par extension ce qu'on va appeler maintenant le concept de gestion parentale. Mais c'est vraiment de cette première expérience que les historiens identifient la source du concept de gestion parentale et de coéducation. Cette expérience a duré 5 semaines, donc très brève, et néanmoins, elle a fait les petits. Elle a fait les petits, et notamment grâce à cette femme qui s'appelle Françoise Lenoble-Prédine, qui est une chercheuse, une scientifique, prof de faculté, et qui, elle, a saisi l'occasion, s'est dit, mais puisque on fait du nouveau, pourquoi ne pas aller au bout et pourquoi ne pas innover également et en profiter dans ces petites structures à taille humaine et presque familiale, pourquoi ne pas en profiter pour faire de l'innovation pédagogique et donc s'ouvrir notamment à toutes les pédagogies nouvelles, dites nouvelles à l'époque en tout cas, que vous connaissez, je ne vais pas toutes les développer ici. Et donc, voilà, c'est de là que naissent les premières crèches, parce qu'on ne parle pas encore d'école, à gestion parentale. Et dans les années 80, on recense officiellement environ 25 collectifs sur le territoire national, collectifs de parents qui s'organisent pour leur garde d'enfants et qui finalement ont commencé à embaucher des professionnels, parce que tout seul, ça devient compliqué. Ces parents, en 1980 très précisément même, se regroupent dans l'association des collectifs enfants-parents professionnels, l'ACEP, qui existe toujours. Et l'ACEP va finalement œuvrer sous forme de lobbying très efficace à l'institutionnalisation et à la reconnaissance légale des crèches à gestion parentale. Très récemment, plus récemment en tout cas en 2006 précisément, l'ACEP est porteuse d'un nouveau label, d'un label parental. Toutes les crèches à gestion parentale ne disposent pas de ce label parce qu'il faut une 50aine de critères. Et ce label permet d'assurer une place pleine et entière aux parents et une vraie démarche de coopération, et le terme que j'ai entendu tout à l'heure m'a beaucoup plu, de coéducation. Voilà d'où l'origine de la gestion parentale. L'idée là-dessous, l'idée sous-jacente, c'est quand même de se dire que on n'élève pas un enfant tout seul, et on part sur l'idée qu'il faut presque tout un village pour élever un enfant. Ça, c'est un principe africain. Je ne sais pas si on peut dire un principe, mais enfin, en tout cas, c'est un proverbe qui nous vient d'Afrique. Et l'idée est intéressante. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ces lieux d'éducation à l'extérieur et pas seulement aux parents, finalement. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais ça reste un petit peu compliqué, je ne vous le cache pas, mon expérience le prouve également. Et pourquoi c'est compliqué?
C'est compliqué, mais attention, c'est passionnant. C'est une aventure humaine, c'est passionnant, mais c'est exigeant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a une asymétrie. Il y a une volonté parentale, un collectif de parents qui est important. Ce collectif de parents, il œuvre pour ses enfants. On imagine proportionnellement déjà qu'il y a beaucoup plus de parents que d'enfants. Voilà. Là-dessus, pour créer une structure, qu'elle soit d'accueil de petite enfance ou qu'elle soit scolaire, les parents embauchent des professionnels, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la loi l'exige, en particulier pour les écoles. Et donc, là-dessus viennent se greffer quelques professionnels. Vous voyez déjà, d'ores et déjà, là, dans la taille des cercles, alors je n'ai pas respecté les proportions, sinon vous verriez quasiment plus les professionnels, mais vous voyez déjà dans la taille des cercles qu'il y a une asymétrie de nombre. Donc, pour que ça fonctionne, ça nécessite vraiment un cadre, un accompagnement et une exigence. La première de ces exigences, c'est le partage. Le partage, qu'est-ce qu'on va partager? Qui va partager quoi? Alors l'idée, rien n'est exclusif, bien entendu. Mais l'idée, par rapport à ce que moi j'ai observé, ce que j'ai pu vivre et ce qui se vit dans les crèches à gestion parentale également, ou dans les écoles, les quelques écoles qui commencent à s'ouvrir aux parents, l'idée c'est que les parents, et à l'école, dans les structures d'accueil, partagent notamment, je répète sans exclusion, des savoir-faire et des savoir-être avec les enfants et l'ensemble des enfants. Les professionnels enseignants, eux, ont en charge plus spécifiquement, toujours sans exclusivité, les savoirs académiques vis-à-vis des enfants. Et puis les parents et les enseignants, eux, vont devoir, quoi qu'il arrive, partager un projet éducatif et se mettre d'accord sur un projet éducatif. Ça semble évident, ça va mieux en le disant. Et au cœur de tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des valeurs communes. Pour que la gestion parentale fonctionne, il faut vraiment, c'est vraiment nécessaire que chacun des parties, y compris les enfants, attention, puisse avoir son mot à dire, que chacune des voix puisse être entendue dans des moments, des temps, des lieux qui sont à définir par le collectif, mais que chacun ait voix au chapitre, finalement. L'autre chose qui va être compliquée à gérer, c'est que finalement, chacun d'entre vous allez endosser des rôles, donc des postures différentes, selon les lieux, les temps, les moments et les partenaires avec lesquels vous serez. Parents, vous serez bénévole, mais vous serez aussi employeur, donc gestionnaire, voire manager. Vous serez encadrant non seulement des professionnels de l'équipe professionnelle, mais aussi des enfants, parce que c'est la condition pour qu'une école soit considérée comme à gestion parentale. Il faut que les parents soient présents avec le corps enseignant de façon régulière sur les temps scolaires et pas seulement hors temps scolaire. Vous serez donc co-éducateurs. Les enfants, eux aussi, vont avoir à jongler, et c'est pas si simple. L'expérience m'a montré que c'était pas si simple, mais c'est passionnant. Ils vont avoir à jongler entre leur posture d'élève, de fils ou fille de, parce que quand papa et maman sont de permanence à l'école, ben oui, ce sont mes parents, de camarades, mais aussi de coéducateurs, parce qu'on sait bien dans le travail social que les enfants éduquent les parents, qu'on n'est pas parents de la même manière, avec son premier, son deuxième, son troisième, et que ce sont les enfants qui font les parents. Les enfants aussi ont un rôle de coéducateur. Et enfin, les professionnels, bien sûr, eux, vont être pour le coup salariés. Ils vont être instructeurs, mais évidemment, également coéducateurs, non seulement des enfants, mais aussi des parents, parce qu'il va falloir travailler ensemble sur les temps scolaires, notamment, y compris dans des cadres un peu particuliers, hein, mais peu importe le cadre. En tout cas, sur le temps scolaire, vous serez tous ensemble et il va falloir trouver des modes de fonctionnement cohérents. Là, alors moi je ne le vois pas trop, j'espère que vous voyez à peu près ça. C'était important pour moi d'apporter cette citation
qui est issu d'un ouvrage de Laurent Hoth, qui est un philosophe, travailleur social, éducateur spécialisé, qui a fait aussi des études de philosophie, qui a écrit un livre sur la philosophie sociale et la pédagogie sociale, et qui affirme effectivement qu'éduquer, c'est travailler à sa propre éducation. Et donc, ça n'est jamais fini, c'est toujours en chantier, mais, et ça commence tout petit, et c'est sans fin. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, travailler sa propre éducation, c'est sans fin. Travailler ensemble sur des valeurs éducatives, c'est exigeant, ça nécessite des cadres. Et c'est ce que je vous propose maintenant de vous montrer, ce cadre, dans ce que j'ai pu observer moi. Il va servir et il va permettre d'accueillir non seulement l'enfant au sein de la structure, mais sa famille tout entière. C'est la famille entière qu'il va falloir accueillir, puisque chaque parent va devoir mettre à disposition du collectif dans son ensemble ses compétences, autant qu'il va devoir développer de nouvelles compétences. Premier point, accueillir l'enfant et sa famille. Dans une école, on a pour tradition de penser l'accueil de l'enfant. Là, il faut penser l'accueil de l'enfant et sa famille. Parce qu'il y a un noyau de départ, les créateurs de l'école. Et pour que l'école soit pérenne, il va falloir penser l'accueil des autres familles. L'autre aspect important du cadre, c'est le cadre institutionnel, bien sûr. Un cadre institutionnel sécure pour tous. Ce cadre qui va assurer la pérennité du projet. Je vais développer un petit peu plus tard. Troisième aspect important, bien définir les rôles de chacun, sur chaque temps et en fonction des lieux. Enfin, dernier aspect important, penser ensemble et en permanence la cohérence des pratiques et la cohésion de l'équipe constituée de parents, d'enfants, de professionnels. Des outils existent, des outils souvent issus du travail social. Par exemple, pour réfléchir à l'accueil de l'enfant et sa famille et pour le cadrer, on peut penser des contrats d'investissement associatifs. C'est-à-dire que du coup, on ne fait plus qu'inscrire un enfant dans une structure, on s'engage. On s'engage du point de vue... La famille s'engage. Moi, j'ai vécu des expériences passionnantes avec même des grands frères et sœurs qui venaient, qui intervenaient l'après-midi sur des projets d'ateliers spécifiques. Typiquement, je pense à une jeune qui avait 14 ans qui est venue initier les enfants à la poterie. Voilà. Et puis, ce travail de bénévolat des familles, ça sera important également pour ne jamais le perdre de vue, de le valoriser, notamment dans votre budget. Pour ce qui est du cadre institutionnel, l'un des outils à disposition, et qui peut être intéressant, c'est ce que j'ai appelé la mallette de gouvernance. C'est-à-dire que c'est une mallette qui contient, selon votre fonctionnement associatif, tous les éléments pour passer le relais aux futurs parents. Typiquement, eh bien, le trésorier, tous les trimestres ou tous les mois, il a des déclarations à l'URSSAF à faire, il a des démarches auprès de la médecine du travail, etc. Mais tout ça, ça s'organise, ça se prévoit dans un agenda, et l'agenda, c'est l'agenda du trésorier de l'association. Voilà, par exemple, ce qui se passe dans le décret de la gestion parentale, ce qui est transposable sur des écoles d'une manière générale. Donc la mallette de gouvernance. 3 autres projets importants. Des projets sociaux. Le projet social d'une structure à gestion parentale, il définit à qui on s'adresse, à quelle famille, à quels enfants. Le projet éducatif, il se définit le pourquoi. Pourquoi on se regroupe, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, sur quelles valeurs. Et le projet pédagogique, il définit le comment. Comment on met tout ça en place. L'ensemble de ces projets peuvent constituer, à eux 3, ce qu'on appellera un projet d'établissement, et ce qui, lui, sera
nécessairement revisiter. La proposition peut être tous les 5 ans, ça peut être un peu plus, mais il faut que ce soit régulier sans être trop fréquent pour assurer une stabilité, mais régulier pour que les nouvelles familles puissent elles aussi s'investir et participer pleinement à ce projet qui va être évolutif. Enfin, pour bien définir les rôles de chacun sur chaque temps, sur chaque lieu, il va falloir travailler un organigramme, voire une charte de la communication qui va définir le rôle des adultes d'une façon générale auprès des enfants, par exemple. Comment un adulte s'adresse à des enfants dans le cadre de scolaire, etc. etc. Penser la cohérence des pratiques, c'est notamment penser des lieux d'expression et de communication pour les familles. Les familles, les enfants, les professionnels. Ça peut être des supports informatiques, ça peut être des réunions formelles régulières, mais ça, ces lieux d'expression, ils vont permettre de dénouer avant qu'ils n'explosent les micro-conflits. Et puis, bien sûr, pour penser la cohérence des pratiques et la cohésion de l'équipe, il va falloir envisager des formations communes. Typiquement, nous avions inventé dans l'école dans laquelle j'ai œuvré, l'école à gestion parentale, nous avions inventé la journée de la rentrée des parents. C'était dans le contrat d'inscription. Dans le contrat d'inscription, le week-end précédant la rentrée scolaire, le samedi, les parents devaient organiser la garde des enfants, grands-parents, amis, et tout le monde se regroupait à l'école et on organisait une rentrée des parents pour mettre, voilà, on pourra en discuter si ça vous intéresse, mais c'est voilà, un des outils possibles. Voilà pour ma part, je pense que c'est, je crois qu'il est grand temps que je m'arrête. Je vais vous laisser rebondir si vous avez des questions, et puis je parole à Anne-Elisabeth. Merci. Merci beaucoup Laure, et justement, je pense qu'on va avoir des questions. On va garder donc les questions pour le temps de questions-réponses, mais n'hésitez pas déjà à les écrire si vous voulez, ça va laisser le temps de réfléchir aussi. Et en tout cas, voilà, c'est intéressant parce que tu nous donnes déjà des bases sur quoi s'appuyer pour construire le projet. Je pense que c'est vraiment à noter. On part avec beaucoup d'enthousiasme au départ, et heureusement, parce que c'est une grande aventure. C'est pas qu'une aventure financière, comme j'ai entendu tout à l'heure, j'en ai bien conscience, mais c'est une aventure humaine aussi, et qui nécessite quand même un minimum de cadrage, voilà, de prise de conscience des éventuelles difficultés à venir. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel, enfin, qui résonne en moi, hein, quand tu dis c'est une expérience intéressante, mais difficile, enfin... Exigeante oui. À mettre en œuvre. En tout cas, oui, je trouve que c'est tout à fait ça. On en reparlera. D'accord, merci beaucoup. Du coup, je vais demander à Colline, si tu peux, Colline, nous remettre la présentation. Merci. Alors, on en a parlé un petit peu déjà, alors on a parlé aussi, et c'était vraiment quelque chose qui nous parlait, on a envie d'être dans la coéducation. Ce qu'elle a décrit au début, c'était vraiment ce qu'on a voulu mettre en place quand on a commencé cette première expérience d'école ensemble. C'est partager nos connaissances, mettre en commun pour les enfants, pour les uns les autres en fait aussi. Et c'est ce qu'on veut construire. Donc avec ce que chacun met sur la table, ce que chacun apporte, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il connaît. Voilà, donc ça c'est une partie de ce qu'on a envie comme projet. Et l'autre partie, c'est une idée de Colline qu'on a nommée la flexi-scolarisation. Et en fait, c'est comment articuler un petit peu la partie scolaire et tout ce qui peut se modifier autour. Elle n'est pas... Alors, c'est modulable de plusieurs manières et c'est pas sorti quand même du chapeau. Il y a des expériences qui existent dans le monde, dans d'autres
pays. Donc, par exemple, à l'étranger, aux USA ou en Grande-Bretagne. Et puis, en France, on dirait qu'il y a des dispositifs qui s'adaptent en fait aux besoins précis des enfants avec le projet personnel scolarisé, de scolarisation et les horaires aménagés. On l'a tous vécu avec le confinement. Et ça a été, on va dire, quelque part une expérience révolutionnaire, je pense, pour les parents qui ont accompagné leurs enfants à l'école, enfin, à la maison, leurs enfants scolarisés à la maison, avec toutes sortes d'expériences suivant les enseignants, leur façon d'agir, le programme. Ça a été très, très varié, très différent. Mais je pense que c'était rien de tel pour les parents de se rendre compte qu'ils peuvent aussi et comment ils peuvent intervenir auprès des enfants. Alors, la flexi-scolarisation, on l'imagine en fait un petit peu entre l'IEF, l'instruction en famille, et l'école. Alors, l'instruction en famille, on a juste quelques mots sur les motivations en général qui conduisent les parents à inscrire leur enfant à la maison, hein, en instruction en famille. Parmi ce qui ressort davantage, c'est qu'elles ont envie de relations avec leurs enfants. Elles ont envie de favoriser la qualité de vie, l'épanouissement. Elles veulent respecter le rythme et les besoins de leurs enfants. Quand elles perçoivent vraiment un décalage avec ce qui peut être proposé à l'école, chaque enfant est différent, chaque famille est différente, et chaque école aussi. Donc, il y a des adaptations qui se font plus ou moins bien, et souvent, ça peut être une des raisons que les familles ont envie de trouver des solutions autres que l'école du quartier ou l'école privée qui est à côté, suivant ce qui est disponible. Il y a plein d'autres raisons, hein. Il y a énormément de raisons. Et, comme disait Colline aussi, c'est une question de transmission. Parfois, les parents ont envie de transmettre ce qu'ils ont vécu, ce qui leur importe, les valeurs qu'ils portent. Mais il y a aussi des raisons un peu plus difficiles parfois, c'est que il y a une pression académique, il y a une angoisse, il y a des difficultés relationnelles dans l'école qui peuvent être aussi à l'origine de ce retour à l'instruction en famille. Ce qui est difficile parfois pour les parents qui hésitent, en fait, qui les fait hésiter à accueillir leurs enfants, à garder leurs enfants à la maison pour les instruire, c'est qu'ils peuvent se demander est-ce qu'ils sont à la hauteur, est-ce qu'ils ont le niveau académique, est-ce qu'ils seront capables de s'organiser, de pourvoir aux besoins d'accompagnement de l'enfant, est-ce qu'ils vont trouver les moyens d'apporter suffisamment de relations avec d'autres enfants, d'autres adultes. Parfois, il y a la question de l'espace aussi. Et la question des ressources pédagogiques. Donc voilà, beaucoup de questions aussi qui peuvent ralentir les parents. Et on le dit ici juste parce que comme on essaye en fait aussi d'entendre ces besoins et ce désir des parents d'être proches de leur enfant et d'être en adéquation avec les besoins de leur enfant, il faut en tenir compte, il faut l'entendre pour pouvoir proposer des choses qui sont intéressantes. Juste un instant. Donc, notre objectif, c'est que les parents puissent participer à l'école, puissent apporter ce qu'ils ont, ce qu'ils sont. Et après, toute la question et toute la difficulté, c'est de trouver les modalités pour construire des contrats qui tiennent en considération, qui prennent en considération toutes les données, les contraintes, les objectifs, voilà, comment est-ce qu'on passe d'objectifs, d'idées à une mise en pratique réelle et efficace, voilà, qui couvre tous les aspects. Et du coup, on a parlé de flexi-scolarisation et en fait, on pourrait voir en quoi on voudrait être flexible. Donc, il y a 4 points. Je m'excuse, je reprends un petit instant le tableau. Donc, par exemple, on peut être flexible sur les horaires. L'école pourrait avoir lieu le matin, l'après-midi on est à la maison, on fait d'autres choses. On pourrait couvrir le cycle commun auquel on est soumis d'un point de vue de l'éducation nationale sur 2 jours ou 3 jours à la maison, en partie à la maison, en partie à l'école. On pourrait travailler sur le contenu,
pour être flexible selon les spécificités d'un enfant, par exemple, qui a une passion pour les maths ou qui avance beaucoup plus vite en maths, ou par exemple, enfin, voilà. Il y a la question du lieu. On peut être à l'école, on peut être à la maison. Donc, c'est à construire, en fait, quand est-ce qu'on y est, comment on y est, etc. Et puis, il y a aussi l'enseignant. Donc, l'enseignant, c'est l'enseignant de l'école, mais c'est aussi le parent, s'il veut prendre une part active dans l'enseignement, qui peut avoir une fonction plus ou moins engageante et plus ou moins responsabilisante, si on peut dire, par rapport à l'instruction. Alors, Laure, elle nous a dit aussi qu'il n'y a pas que l'instruction. Là, je vais être un peu là-dessus, mais c'est le côté coéducation qui, pour nous, prend en considération la globalité. Alors, je voudrais voir aussi un exemple, en fait, pour peut-être vous parler plus précisément. Donc, dans l'école, on se dit que notre cadre, c'est la coéducation. Donc, on voudrait vraiment que tous les parents qui ont envie d'inscrire leurs enfants dans cette école, ils aient en tête qu'il ne s'agit pas juste de déposer l'enfant le matin et de le chercher le soir. Il y a vraiment quelque chose à faire ensemble. Voilà. Alors, après, d'autres choses sont modulables. Donc, par exemple, on pourrait imaginer un enfant qui a temps plein à l'école. Il est suivi, son suivi est fait à l'école et il est évalué en classe. Naturellement, on peut donner à l'inspection les informations, à l'Éducation nationale, les informations sur son parcours, sur sa progression, sur son évolution. L'autre possibilité, c'est que l'enfant, donc là, on est dans la flexi-school, l'enfant son temps est réparti entre la maison et l'école, mais le contenu est préparé par l'école, par exemple, et l'enfant rentre le 3e jour avec des choses à continuer, des choses à rechercher, des choses à réaliser, à recopier, etc. Et le parent, il est là, dans l'échange avec l'enfant, il va l'accompagner, mais il n'a pas à fournir le travail de préparer des notions, des compétences. Voilà, il est là en accompagnant. Ça, c'est possible en considérant que le suivi se fait de façon hebdomadaire et que les évaluations se font en classe. Donc, on pourrait dire que si on rétrécit, c'est un peu une sorte d'accompagnement au devoir. Mais on voudrait que ça soit plus que ça. Mais voilà, c'est juste un résumé. Une troisième idée, par exemple, c'est que le temps de l'école soit réparti entre l'école et la maison, mais que le contenu soit partagé entre l'école et le parent. C'est-à-dire que le parent, comme quand il est en instruction en famille, il prend à sa charge la responsabilité, le contenu de ce qu'il apporte aux enfants. À ce moment-là, le parent, il partage, par exemple, je reprends encore l'exemple des mathématiques, ce parent est passionné de mathématiques, lui, il a envie d'apporter ça à son enfant et il va faire un contrat avec l'école en disant, voilà, moi, j'ai envie de construire ces compétences-là. Bien sûr, on s'aligne ensemble sur ce que l'Éducation nationale nous demande de faire et on fait un contrat ensemble et on partage en fait entre parents et enseignants l'instruction qui doit être transmise. Là, on s'est dit un suivi hebdomadaire ou avec des rencontres quand même assez régulières avec les parents, en tout cas au début de l'année, pour se mettre d'accord sur ce qui est fait, et puis une évaluation en classe, puisque l'école, pour être vraiment en adéquation avec la loi, serait la garante de l'aspect scolaire, en fait. Voilà, donc pour cette diapo-là. Alors, les intérêts. Il y a l'enfant. Donc, lui, il rencontre d'autres amis, il rencontre d'autres enfants de différents âges. On diminue sa fatigue, son stress, l'enseignement individualisé. L'école, elle est enrichie des regards des parents, elle est enrichie des apports d'experts, parce que certains parents sont experts dans des domaines. La famille, elle est dans cette dynamique d'échange avec d'autres familles. Elle est aussi dans une dynamique avec l'école, donc elle a un appui solide et en même temps, elle est partie prenante. Et puis, l'institution, elle suit les enfants facilement. Elle sait que les enfants vont être suivis facilement et elle a un interlocuteur avec l'école, en fait, pour cette coordination. Les points de vigilance qu'il y a sur cette question de flexi-scolarisation, c'est que c'est tout ce qu'il y a à construire, en fait.
c'est qu'on est nombreux, mais il va falloir être en cohérence ensemble, trouver la place à chacun, donc Laure a bien développé toutes ces idées-là, se répartir les rôles, organiser le suivi, les supports, et en fait définir des relations et un cadre clair, je crois que c'est le plus important, et donc c'est ce qui va déterminer en fait que ça fonctionne et que ça fonctionne sur le long terme. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qu'on pourrait imaginer en flexi-scolarisation, mais on peut encore aller beaucoup plus loin et on peut parler aussi de ce que nous, on voudrait faire à l'école et aller plus loin. Je vais laisser la parole à Colline. Hop, ça y est, ça marche. Merci Anne-Elisabeth. Alors, effectivement, tout ça, c'est un peu à l'état pour l'instant de projection. On ne l'a pas encore testé, mais on a hâte de le faire. Et donc, ce qu'on a imaginé, en tout cas pour nous, au niveau de la rentrée prochaine, en espérant que l'école puisse ouvrir très rapidement, on est vraiment optimiste, hein, mais on y croit, on y croit. Ce qu'on aimerait proposer, c'est que l'école soit ouverte, dans notre cas, sur 3 jours. Et le 4e jour peut être fait au choix, à la maison ou à l'école, ce qui permet d'accueillir tous les enfants, même ceux dont les parents travailleraient toute la semaine et ne souhaiteraient pas assumer une partie de l'instruction. Donc ces enfants-là, le vendredi, seraient pris en charge à l'école pour des activités. Et les enfants qui seraient concernés par la flexiscolarisation pourraient, eux, être instruits à la maison, donc selon les modalités qu'Anne-Elisabeth vient de nous exposer, soit avec des parents qui font les devoirs ou le travail fourni par l'école, soit avec des parents qui veulent assumer vraiment une partie importante et faire à leur manière, en bonne intelligence, en discutant de ce qu'on fait à l'école, de ce qui est fait à la maison, etc. Donc, cette manière de faire demande que l'emploi du temps permette d'assurer l'acquisition du socle commun de compétences et de connaissances prévues par l'Éducation nationale, puisque c'est ça la base vraiment de notre engagement et de notre responsabilité en tant qu'école indépendante. Donc, il faut s'assurer que ça se fasse sur ces 3 jours d'école. Nous, en région parisienne, on a préféré partir sur 3 jours à l'école, 1 jour à la maison. Pourquoi pas faire 2 jours pour des familles qui seraient vraiment très impliquées? Ça peut être une possibilité. Dans d'autres contextes, ce qui pourrait être très intéressant, c'est de fonctionner avec une école ouverte le matin et des après-midi laissés libres. Certaines écoles le font de ci, de là en France. J'ai échangé avec une certaine école qui se reconnaîtra si jamais ils ont pu se connecter ce soir pour nous suivre. Et ça fait très envie, c'est vraiment chouette de voir ces parents qui gardent leurs après-midi pour faire tout un tas de choses intéressantes avec leurs enfants, qui vient en complément de ce qui est initié à l'école sur les matinées. Donc voilà, il y a un peu plusieurs manières de faire. On va tester, on va voir si ça marche et puis on adaptera évidemment le modèle chemin faisant. Et puis, avant de s'arrêter sur cette proposition-là, on est allé un petit peu plus loin. Alors, je vous jette très rapidement les différentes idées qu'on a pu voir ensemble. Donc, cette option-là, on l'a appelée les horaires aménagés. Et puis, on a aussi envisagé de proposer un complément qui serait assuré avec un établissement d'enseignement à distance, carrément. Donc, une partie de l'instruction serait faite à l'école, une autre partie serait faite à la maison, avec des cours à distance qui sont tout à fait formalisés, qui sont identifiés et bien faciles à suivre et à mettre en œuvre. Ça, c'est une autre manière de faire qui pourrait permettre d'alléger les semaines de certains enfants, peut-être permettre à des enfants qui habitent loin de fréquenter une école qui correspond vraiment aux valeurs des parents, et du coup de ne se déplacer que 2 fois dans la semaine et de continuer les apprentissages grâce à cet enseignement à distance. Évidemment, c'est un peu plus lourd à mettre en place puisqu'il faut une structure adaptée pour gérer ça, mais ça pourrait être une idée. Et puis, si on voulait vraiment pousser au bout, et moi, ça me fait très envie, mais bon, on verra ce qui se passe. Si on voulait aller encore plus loin et oser, comme j'ai dit tout à l'heure, occuper tout l'espace, ruer peut-être un petit peu dans les brancards et proposer quelque chose qui dérange peut-être un peu, mais qui pourrait avoir vraiment un intérêt. On pourrait peut-être s'autoriser à imaginer un regroupement de parents, de familles qui font l'instruction en famille, qui décident de se mettre d'accord, comme Laure l'a très bien expliqué tout à l'heure, sur un projet éducatif global et sur une partie de ce qu'ils partagent,
et de se constituer en école. Et que cette école ne soit fréquentée, alors là, peut-être encore moins que 2 jours par semaine. Pourquoi pas 1 semaine par mois, 3 jours par mois, je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer qui permettrait d'avoir ce lieu de rassemblement dans lequel tout le monde se retrouve, dans lequel il y a ces échanges, dans lequel il y a ces vis-à-vis qui sont tellement précieux et qui permettent à l'éducation nationale aussi d'avoir une entité vraiment reconnaissable et identifiable, mais que le reste du temps, chaque parent finalement soit un peu comme l'instit de sa classe, en charge de sa classe, ce sont petits groupes d'élèves qui seraient ses enfants et qui mettraient en œuvre le projet pédagogique commun à sa manière, avec toute sa liberté. Voilà, alors ça c'est un petit peu fou, c'est un petit peu ambitieux. S'il y a des volontaires, je vous applaudis d'avance, mais moi je trouverais ça vraiment enthousiasmant de tenter cette expérience. Ça pose évidemment plein de questions sur trouver un lieu pour se retrouver, un lieu qui ne serait pas vraiment rentabilisé. Bon, il y a plein de questions, mais ça pourrait être franchement intéressant. Voilà, un petit peu le bout des folies qu'on s'est permis d'imaginer. Et je crois que c'est le moment pour nous d'ouvrir les micros et de rappeler donc Anne-Elisabeth et Laure, si vous voulez me rejoindre, et Ludmila, pour le temps de questions et réponses. Alors Ludmila, qu'est-ce que tu nous annonces? Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, on a déjà eu quelques questions pendant le webinaire. Je réponds à une à laquelle j'ai déjà répondu par écrit, mais ça intéressera peut-être plusieurs. Donc, quelqu'un demandait si le webinaire il serait possible de le suivre en replay. Et effectivement, vous allez recevoir tous ceux qui ont été inscrits vont recevoir un mail avec le webinaire que vous pourrez suivre et resuivre et transmettre également si vous pensez que ça peut intéresser des personnes. J'en arrive aux questions. Il y a beaucoup de questions sur la flexiscolarisation. Évidemment, on s'y attendait un petit peu. Je pense que c'est toi, Colline, qui va être la première à répondre à ces questions-là, notamment la question de la légalité. Alors, Séverine demande si on a eu la confirmation que la flexiscolarisation sera autorisée, et un peu plus tard dans ton intervention, elle s'est demandé aussi si l'histoire de 3 jours par mois ou 1 semaine par mois, ce serait légal. Voilà, donc c'est la toute première question. Alors, merci pour cette question. Nous n'avons pas encore de tampon de certification, mais on a pas mal réfléchi, on a pris conseil auprès de plusieurs personnes, de juristes, d'avocats, de personnes engagées dans les écoles indépendantes, de personnes qui sont aussi engagées qui travaillent au rectorat. Donc, on n'a pas de tampon, je répète, mais on a vraiment pris le temps de voir dans quelle mesure ça pouvait fonctionner. Donc, ça n'est pas illégal dans le sens où ça n'existe pas. Et puis, rien ne s'y oppose. Il n'y a absolument aucun texte qui s'y oppose. La loi prévoit que l'instruction soit donnée soit à l'école, soit dans les familles. Et ben, nous, on propose de faire les deux. Voilà. Ce qui va faire que ça passe, pour ce qui concerne les 3 jours à l'école, c'est de montrer qu'il y a une différence entre scolarisation et instruction. Le temps que l'enfant ne passe pas à l'école n'est pas un temps qui est vide et qui est neutre et qui n'est pas productif. Au contraire, c'est un temps où l'instruction est poursuivie et on va pouvoir mesurer à l'école les progrès dans l'acquisition du socle commun de compétences et de connaissances. Donc voilà, c'est ce qu'il faut bien montrer, et c'est là où il y a besoin d'un contrat entre les parents et les enseignants, c'est que le temps qui est passé à la maison contribue à l'acquisition de ce socle commun, d'une manière différente peut-être, délocalisée peut-être, mais il y contribue et l'instruction se fait réellement et les enfants sont suivis. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, Jean-Pierre rebondit et demande s'il y a un temps minimum à proposer en école privée. Non, il n'y en a pas. On est libre. On est libre d'organiser. Maintenant, il faut pouvoir justifier que le temps que l'on propose permet aux enfants d'acquérir le socle commun de compétences, blablabla. Alors, toujours sur la flexiscolarisation, Pascaline demande, les enfants sont-ils dans tous les cas considérés comme inscrits dans l'école ou certains sont-ils en IEF administrativement? C'est une question qu'on s'est pas mal posée.
étant donné le récent changement de législation, je ne vois pas trop l'intérêt pour une famille de faire les démarches de demande d'instruction en famille pour finalement partager avec l'école. Donc l'idée qu'on vous propose là, la flexiscolarisation, c'est que les enfants soient inscrits à l'école et on s'arrange avec les parents sur la partie qui est faite à l'école et la partie qui est faite à la maison. Dans certaines écoles, ça existe, des enfants qui sont inscrits en IEF, qui sont déclarés en IEF et qui participent à quelques ateliers ponctuels. C'est plus ou moins bien vu selon les académies. Voilà, certains inspecteurs n'y voient pas de problème, d'autres n'aiment pas trop ça, donc ça c'est un peu la loterie. Voilà. Alors, une toute autre question de Jean-Pierre, vu qu'on n'a pas d'autres, il disait à aborder une prochaine fois si jamais on n'a pas le temps, mais vu qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, mais vous avez encore le temps d'en noter et je rebondirai dessus. Donc, Jean-Pierre demandait comment préparer nos élèves à vivre la laïcité plus tard dans le public et quelles sont les limites de la liberté de l'enseignement spirituel? Alors là, ça demande un webinaire complet d'une semaine, je pense, pour répondre à cette question. Évidemment, notre enseignement va inviter au respect, à l'ouverture et certainement pas à quelque chose d'empirique ou d'imposé. Donc, on tient compte évidemment du pays dans lequel on vit et des différentes sensibilités des uns et des autres. Maintenant, c'est un droit, c'est une liberté que l'État nous donne dans notre pays. Alors, on aimerait en profiter. On a le droit de partager sa foi. Le fait d'avoir les parents présents à l'école, ça permet aussi justement que les parents sachent ce qui s'y passe, ce qui est partagé à leurs enfants, et s'ils veulent rééquilibrer à la maison et dire qu'ils ont d'autres valeurs ou d'autres croyances, ils peuvent le faire. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de vivre tous ensemble avec nos différences dans tous les domaines. Est-ce que vous voulez compléter, Anne-Elisabeth, sur cette question ? Et puis, moi, je dirais juste que la laïcité, c'est justement d'être ensemble et de connaître ce qui existe chez les autres, ce que les autres croient et ce que les autres pensent. Donc, il faut qu'on aille dans ce sens-là, même si on veut dire ce qu'on pense d'un point de vue spirituel. Nous, après, l'école, elle se développe. En tout cas, c'est important que... Enfin, je pense que la laïcité, il faut qu'on la vive même dans une école chrétienne, quoi. Je ne sais pas si on comprend ça. On n'a pas d'autres... Ah. Il y en a une qui arrive. Alors, question de Séverine. Est-ce que la directrice doit obligatoirement être présente quand ce sont les parents qui interviennent dans la classe, si les parents qui interviennent n'ont pas le bac+2? Laure, peut-être? Oui, absolument. Il faut qu'il y ait a priori, c'est même obligatoire qu'il y ait un professionnel salarié en permanence sur le lieu d'accueil des enfants. Donc, le professionnel salarié, par définition, il doit avoir le niveau requis. Voilà, ce n'est pas forcément la directrice. Hein. La question portait sur... Absolument pas la directrice, en revanche. Voilà. Absolument pas. L'institutrice ou la un personnel, un membre du personnel, un accompagnant, un encadrant, un instructeur, vous lui donnerez le terme que vous voudrez. Il faut qu'il y ait un personnel, que ce personnel soit salarié, parce qu'en tout cas, tel que c'est reconnu et conçu dans la loi vis-à-vis de l'accueil, dans le domaine de la petite enfance, le garant de la sécurité physique, affective, psychique de l'enfant, ça va être le professionnel. C'est à lui que reviendra la responsabilité en cas d'accident, par exemple. Et donc, les parents sont là, font office d'encadrant, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, dans le cadre d'une crèche, il faut un adulte pour 8 enfants. Effectivement, les parents font office d'encadrant. Donc là, c'est reconnu. En revanche, ils ne peuvent pas endosser la responsabilité que ça représente. C'est une question d'assurance, tout simplement par rapport à l'institution. Voilà. Juste une précision, un professionnel doit être présent dans la classe ou dans le bâtiment? Dans le bâtiment. Là, on
on a une autre question pour vous de Priscille qui demande, alors sa question est un peu longue, il y a plusieurs volets. Dans l'école où vous avez travaillé, comment les parents s'impliquaient-ils dans la classe en proposant, organisant des ateliers ponctuels, un projet sur l'année, un projet choral par exemple? Comment faire pour que les parents se sentent légitimes et osent proposer des idées? Est-ce qu'il faut leur proposer des outils, une trame? Est-ce que vous avez des suggestions? Alors, tout est envisageable. Tout est envisageable. Chaque collectif va inventer sa façon de faire. Moi, je peux vous parler de mon expérience qui fonctionne toujours et sans moi. Donc, a priori, c'est que le cadre était plutôt cohérent et que ça tenait plutôt bien la route. Nous avions décidé, et ça peut correspondre aussi à votre proposition de flexi-scolarité, nous avions décidé que les enseignements plus académiques, enfin, dits académiques, auraient lieu plutôt les matins. Les parents étaient présents néanmoins à tour de rôle, c'est-à-dire qu'on avait un planning de présence parentale mensuel. On avait un outil wiki, je ne sais pas si vous connaissez ça sur Internet, qui permettait aux parents de s'inscrire, de remplir leur temps de présence, avec dès l'inscription un engagement à tant d'heures de présence parentale dans le cas, sur temps scolaire. Et l'après-midi était plus dédié à d'autres types de savoirs. Il pouvait y avoir du bricolage, du jardinage, il y a une maman qui était traductrice en langue des signes, par exemple. Donc, il y a eu des ateliers langue des signes. Il y a plein de choses. Il y a eu plein de choses en fonction des compétences de chacun, des savoir-faire, des métiers. C'était assez passionnant. Et on a eu aussi une expérience d'école dehors, puisque moi j'ai participé à une recherche-action avec l'Université de Strasbourg sur l'école dehors. Donc on passait une journée entière par semaine à l'extérieur, en forêt, avec des parents. Qui accompagnait. Alors, Séverine et Priscille ont rebondi sur votre réponse précédente en demandant le professionnel salarié et le professionnel bénévole ont-ils le même statut? Et l'autre question, c'est un professionnel bénévole n'est pas responsable du coup. Alors, oui, il y a plusieurs choses. Vous aurez probablement un statut associatif. Donc, l'association va adhérer à une assurance. Enfin, elle a forcément recours à une assurance. Les enfants eux-mêmes, du moment qu'ils sont inscrits, vont aussi devoir adhérer à une assurance scolaire. Et donc, effectivement, alors, le statut légal, effectivement, il est différent pour la personne qui va être salariée, la personne qui va être bénévole sur le temps scolaire. Encore une fois, le salarié, il endosse la responsabilité, vraiment, au point de vue de la sécurité de tous, y compris du coup du bénévole. Néanmoins, ça n'empêche que les parents puissent prendre en charge des groupes d'enfants sur ces temps sans la proximité immédiate de ce salarié. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs lieux. Nous, on avait la chance d'avoir même une prairie à proximité, immédiatement en sortant de la cour de l'école, une salle d'activité, une salle de sieste, mais c'était relativement grand. Et donc, si j'étais seule salariée sur la structure à ce moment-là, il pouvait y avoir 3 ateliers, sans que j'ai un œil sur les 3 ateliers, bien entendu. Parce que là, les parents qui intervenaient étaient adhérents à l'association. Donc, c'est une autre forme de couverture, une autre forme de responsabilité. C'est néanmoins d'abord légal et pris en charge. Juste, il faut savoir qu'en cas d'accident, effectivement, le salarié, lui, a une responsabilité un peu particulière. Dans le cadre d'une école, la personne, qu'elle soit bénévole ou salariée, qui endosse la responsabilité de direction, elle aussi endosse une responsabilité particulière. Voilà. Vous aurez un petit peu à vous renseigner là-dessus au moment des inscriptions. Il y a une toute petite nouveauté avec la nouvelle réglementation. On doit déclarer maintenant l'ensemble des intervenants avec tout un tas de justificatifs. Donc, je pense que le cadre est en train de bouger un petit peu à ce niveau-là, sur la couverture des intervenants. Oui, alors, encore une fois, là, c'est toujours, on peut toujours s'engouffrer dans
dans les vides juridiques. Et là, en l'occurrence, comme vous serez associatif, enfin, je vous conseille de conserver ce statut, hein, vraiment, ça va vous permettre une grande flexibilité, au-delà de la flexi-scolarité, qui est un concept absolument passionnant. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à développer, effectivement. Et peut-être que vous aurez peut-être intérêt à y aller progressivement, à mettre des paliers, à vous fixer des objectifs sur la flexiscolarité, à commencer à expérimenter des choses et puis petit à petit à en inventer de nouvelles. C'est-à-dire une fois que vous aurez fait vos preuves, de toute façon, l'institution sera beaucoup plus souple et beaucoup plus tolérante. Il va falloir aussi en passer par là. On espère. Merci pour cette réponse. Colline, on a à nouveau des questions pour toi. Alors, attendez, juste, je vérifie. Donc, Pascaline demande, vous avez parlé d'innovation au début, osez penser plus loin. Avez-vous entendu parler d'écoles hors contrat à distance, temps plein, des projets ou des projets d'écoles ou des écoles existantes? Et puis après, on aura une autre question qui est proche aussi. Ou en même temps, Marcel et Sylvie demandent, est-ce que les enfants habitant en province pourraient être inscrits dans votre école en suivant des cours en visio pendant les jours de scolarité et les jours où les autres élèves viennent sur place? Ok. Alors, moi, je n'ai pas entendu parler d'école à distance à plein temps en tant qu'école. Pour l'instant, les enfants qui sont instruits à distance sont déclarés en instruction en famille. Et du coup, c'est le seul organisme qui est habilité à délivrer un certificat de scolarité en tant qu'enseignement à distance, c'est le Centre national d'enseignement à distance, donc c'est le CNED, qui est l'organe de l'éducation nationale, et qui délivre un certificat de scolarité dans les mêmes conditions que l'autorisation de l'IEF, c'est-à-dire handicap, éloignement géographique, itinérance de la famille, cas particulier de l'enfant, argumenté, justifié, documenté, plus. Voilà, mais sinon, voilà, qui dit école à distance à plein temps dit déclaration d'instruction en famille, autorisation, pardon, d'instruction en famille. Et pour Marcel et Sylvie, bonsoir, je vous salue. Malheureusement, non. Pour deux raisons. La première, c'est celle que je viens de citer. La distance implique forcément une déclaration autorisation, ce mot m'écorche, d'instruction en famille. Et la deuxième, en ce qui concerne notre école, c'est qu'on a un fonctionnement, on envisage un fonctionnement au niveau pédagogique qui est très différent. Il y aurait très peu de cours magistraux, beaucoup d'interactions entre les enfants, interactions entre les adultes, de travail en petits groupes, plan de travail, etc. Et donc, c'est juste pas possible de suivre un enfant avec écran interposé. Donc, voilà, on ne pourra pas offrir cette possibilité. Une bonne idée. Alors, Séverine revient sur les questions précédentes et demande s'il n'y a que des bénévoles dans l'école, même la directrice, qu'est-ce qu'on en fait de l'assurance? Là, vous ne serez plus considéré comme une école. Donc, il faut absolument que la directrice soit salariée? Ben, il faut un salarié, ouais. Pour l'éducation nationale, a priori, vous ne serez pas considéré comme... Oui. La directrice ou quelqu'un d'autre? Alors, à ma connaissance, hein, après, peut-être que ça peut se tenter, mais là, j'ai peu d'espoir quand même. Alors, bon, de notre petite expérience, nous, on a fonctionné une année, on n'a pas été inspecté, donc on ne saura jamais si c'était un problème ou pas, mais personne n'était salarié. Par contre, on était déclaré en tant qu'enseignant dans les effectifs de l'éducation nationale. Mais pas salarié. Donc, question à creuser. Je n'ai pas de réponse. On ne nous a jamais demandé qui était rémunéré ou pas. Ça ne fait pas partie de la déclaration d'ouverture d'école, mais je ne peux pas être affirmative sur cette question. Ça rejoint la question de Priscille. Professionnels salariés et professionnels bénévoles ont-ils le même statut par rapport à ce que dit Laure, ou ce que disait Laure il y a quelques minutes? C'est un peu la même question. Oui. A priori, la personne qui est en charge de la classe, c'est la personne qui est déclarée au niveau de l'éducation nationale. Et l'assurance se calque sur cette déclaration-là. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Est-ce qu'on a fait le tour? Une question de dernière minute. On est pile à l'heure, c'est pas mal. Parfait. Timing bien respecté. Merci. Lumila?
Comment? Une autre question de Séverine qui demande, allez-vous séparer la classe d'élémentaire et la classe de collège? Comment ça s'articule? Ouais. Bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais a priori, oui, il y aura des espaces distincts et privilégiés pour les uns et les autres, mais pas totalement séparés. On aimerait des interactions, c'est tellement riche quand les collégiens et les tout petits se rencontrent. Et ils aiment ça, en plus. Et ils aiment ça. J'imagine que de toute façon, les parents qui vont inscrire les enfants dans l'école vont participer à ce projet et à son évolution. Donc, si la question, c'est de savoir si cette personne souhaite que son enfant du collège puisse fréquenter son enfant dans l'élémentaire, peut-être que ça sera négociable dans l'évolution du projet. Peut-être, qui sait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à chacune pour toutes ces interventions. Alors, on remercie Anne Coffinier qui n'est pas là ce soir, mais voilà, ça a été fait, ça sera refait. Et Laure, merci beaucoup pour cet apport extrêmement riche. Là, on sent dans les interventions que ça bouillonne dans les cerveaux, il se passe quelque chose. Il y a vraiment voilà, des partages de cœur, de choses profondes, de convictions. Et c'est vraiment beau de voir ça. Et on espère que vous, là, qui êtes derrière vos écrans, vous avez saisi des choses à droite à gauche qui résonnent en vous, qui vous donnent envie, soit peut-être de rejoindre le projet de Ella, si c'est comme ça que votre chemin doit se faire, ou alors vous-même de creuser quelque chose avec d'autres familles, d'autres parents, des amis, des gens qui sont interpellés comme vous ou qui vont le devenir à votre contact. Voilà. En tout cas, comme ça a été dit tout à l'heure, vous allez recevoir dans les prochains jours le lien vers le replay. Donc, vous pourrez le réécouter au calme, tranquille. Vous pourrez le diffuser aussi, le partager, n'hésitez pas. Et voilà, on vous souhaite à tous une très belle continuation d'instruction, de vie éducative riche et foisonnante. Voilà. Colline, peut-être je te laisser le mot de la fin. Merci Cécile, merci pour cette conclusion. Bah oui, on est ravis d'avoir pu partager ces idées. Et puis un des objectifs de la soirée, c'était aussi éventuellement de mettre en relation des éventuelles familles, porteurs de projets ou autres. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont écrit « Ah, moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je suis dans telle région, etc. » Alors, j'espère qu'on ne sera pas inondé de messages. Mais si vous avez envie d'être mis en relation, on veut bien jouer ce rôle aussi. Si certains veulent partager leur projet et veulent être mis en relation avec d'autres, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail avec vos coordonnées et puis nous dire dans quelle région vous êtes ou ce qui vous intéresserait comme projet. Voilà, on se réjouit de voir plein d'initiatives parce qu'on croit vraiment qu'il y en a besoin. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Une bonne soirée. Au revoir à tous.